Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Isabelle Thomassin qui va nous parler de sa table ronde qu'elle a organisée lors des RAD de Nîmes de 2019, une table ronde qui était organisée autour de la radiologie préventive. Alors première question, Isabelle, qu'est-ce que c'est que de la radiologie préventive ? Alors, la radiologie a un rôle important dans la prévention. On sait que la prévention, ça se divise finalement en trois types de prévention. La prévention primaire, qui est d'identifier des facteurs de risque de développer une maladie. Par exemple, on sait que lorsqu'on regarde des mammographies, on peut trouver des calcifications vasculaires et que ça peut prédire le risque d'infarctus du myocarde. C'est un exemple parmi tant d'autres. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Le dépistage, alors en France, on a la chance d'avoir dépistage organisé du cancer du sein depuis des années, mais on sait qu'actuellement, il y a des réflexions sur d'autres dépistages, comme le cancer du poumon qui est en train de prendre son essor. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est la prévention des complications. Et là encore, on a en fait l'imagerie est au centre en fait du suivi des patientes. Très bien. Et alors, au cours de cette table ronde, je crois que vous avez débattu de la place de l'intelligence artificielle ou des logiciels dits d'intelligence artificielle. Quel impact cela pourrait avoir sur la radiologie dite préventive ? Alors, ce qui est très important en prévention, c'est que les patients ne sont pas malades. Donc, il est très, très important d'optimiser au maximum nos techniques d'imagerie pour être sûr qu'elles ne sont pas nocives. Alors, on utilise des rayonnements ionisants, on fait tout en sorte qu'ils soient évidemment le moins important possible et l'intelligence artificielle va avoir un rôle pour justement permettre d'adapter la dose et d'avoir la meilleure dose pour le meilleur diagnostic et la plus basse dose pour le meilleur diagnostic. On sait aussi que ce qui est très important, c'est la technique, la qualité des images, puisqu'on peut, en travaillant la qualité des images, travailler à la fois sur la capacité de détecter, mais également sur la dose. Là encore, l'intelligence artificielle va pouvoir aider le manipulateur en radiologie à optimiser la compression, par exemple, dans le cadre du cancer du sein, faire moins mal aux patientes, diminuer la dose et optimiser la qualité image. Mais ce n'est pas tout, en fait. On a également l'intelligence artificielle, et ça, c'est ce qu'on connaît le mieux de l'intelligence artificielle, c'est que un désespoir, c'est bien sûr que ça facilite la lecture, que ça permette aux radiologues de se focaliser sur les cas les plus complexes, que ça permette d'uniformiser les performances au sein des différentes, au niveau territorial, et que du coup, toutes les patientes puissent bénéficier de la même performance diagnostique. Et c'est pour ça que de nombreux algorithmes sont en train d'être développés pour aider à la détection du cancer. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors on voit qu'en effet ces logiciels volontairement au pluriel vont s'adresser soit à la justification en fait finalement de l'examen, au triage des populations, à l'optimisation du protocole, à son interprétation avec la première et la deuxième lecture aujourd'hui, à la conduite à tenir. Je crois que vous avez réuni un groupe de travail et qu'il y a une publication qui a été faite sur des recommandations pour la lecture, notamment sur le domaine qui vous intéresse particulièrement, le dépistage du cancer mammaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans cette publication et ces recommandations ? Alors, l'idée, c'est d'essayer de définir ensemble, avec un panel d'experts composé de radiologues, mais aussi en fait, de physiciens qui sont importants en fait, justement dans la qualité image, finalement, quels sont les objectifs dans le cadre du dépistage à la française, parce que chaque pays a un petit peu ses spécialités, enfin ses caractéristiques. On avait besoin de définir quels étaient les objectifs des optimisations, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout le parcours patient. Ça ne se résume pas juste à l'acquisition d'images, c'est tout le process et il fallait adapter ça aux conditions françaises. On sait qu'en France, le dépistage est un dépistage décentralisé, donc on n'a pas les mêmes problématiques qu'en Angleterre, par exemple, où les examens sont faits en fait, un petit peu en fait, de façon systématique et lus en décalé. En France, la lecture est immédiate. Et donc, nous avons des problématiques très spécifiques. Et donc, l'idée, ça a été de faire une mise au point sur les différentes parties, finalement, de la prise en charge de la patiente où l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact. Par exemple, on sait qu'en France, on utilise actuellement un dépistage qui est un dépistage organisé tous les 2 ans. On est en train de travailler à l'évolution d'un dépistage vers un dépistage plus personnalisé. Et une des idées, c'est que ce dépistage personnalisé soit basé sur de la densité mammaire. Là aussi, l'intelligence artificielle va avoir son rôle pour évaluer de façon automatique, plus reproductible la densité et peut-être permettre de faire un dépistage plus personnalisé à chaque patiente, avec des dépistages moins rapprochés pour certaines qui seraient à très bas risque et plus rapprochés pour d'autres qui seraient à plus haut risque.
Alors si je peux être un peu provocateur dans cette question, l'année dernière on parlait beaucoup de ces solutions dites d'intelligence artificielle pour remplacer le radiologue. Si j'entends aujourd'hui à travers ces recommandations, c'est plutôt de mieux utiliser ces logiciels sur des travaux que le radiologue pourrait effectuer ou ne pas effectuer pour se concentrer sur des tâches plus spécialisées. Alors, souvent, l'intelligence artificielle dans le cancer du sein a avancé peut-être un petit peu plus vite et on a des vraies publications sur vraiment des volumes importants et on commence à comprendre comment on va utiliser l'intelligence artificielle. Il y a une publication qui a été faite, qui est publiée dans la littérature et qui a bien montré que si on utilise l'intelligence artificielle toute seule, on arrive, c'est vrai, à un niveau de performance identique à celle des radiologues, mais finalement inférieur à ceux des meilleurs radiologues. Par contre, si on couple l'intelligence artificielle à l'œil humain, là, on arrive à faire encore mieux que l'humain, et donc on arriverait à encore optimiser les performances de dépistage. Donc c'est vraiment en fait un outil complémentaire, et je pense que dans l'utilisation qu'on en fera dans le futur, il y aura sûrement diverses façons d'utiliser l'IA, mais probablement que ce sera la combinaison de l'humain et de la technologie qui permettra d'avoir le meilleur diagnostic. Et peut-être la dernière question de cette interview, c'est pour un dépistage, la prévalence de la maladie dans la population dépistée est importante. Est-ce que aujourd'hui ces logiciels pourront nous aider à screener les patients, pourront aider les populations à risque finalement à avoir de bénéficier plus de ces dépistages? Comment est-ce que l'on pourrait améliorer finalement la sensibilisation de la population? Alors en France actuellement il y a 58 000 cas de cancer par an, la prévalence, et il y a 12 000 décès. C'est un des plus fréquents cancers qui touche la population. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a seulement 50% des patientes qui adhèrent à la campagne de dépistage. Un des objectifs de l'IA, qui n'a rien à voir avec l'imagerie, ce serait de comprendre au travers de différents facteurs épidémiologiques et comportementaux pourquoi les patientes ne viennent pas et de finalement faire des campagnes de prévention ciblées pour justement attirer ces patientes vers la campagne de dépistage et qu'on puisse augmenter l'adhésion au dépistage organisé. Donc vous voyez que l'IA en fait a des applications vraiment diverses et c'est aussi un des futurs que l'on voit dans l'IA en fait pour améliorer l'adhérence au dépistage. Alors, encore une dernière question. Ces journées de printemps, des JFR de printemps qui ont lieu à Nîmes, seront reconduites en 2020. Est-ce que votre groupe sera reconduit et a besoin de faire de nouvelles recommandations en 2020 ou est-ce que vous pensez que l'évolution n'est pas suffisamment importante dans ce domaine-là ou qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la mammographie, le dépistage en population générale. On sait que le dépistage se fait aussi pour les patientes en fait, qui sont dites à haut risque par l'IRM. Les choses sont en train de beaucoup bouger parce qu'on s'aperçoit que l'IRM pourrait être aussi utile chez des patientes qui ne seraient pas à très haut risque, avec une mutation génétique, mais avec des patientes qui aient justement une densité très élevée. Il y a une publication qui va sortir bientôt là, dans un grand journal en fait, qui montre que l'IRM va devenir l'examen qui va être recommandé chez ces patientes. Et là aussi, il y a un rôle, non seulement en fait pour la détection, mais également pour caractériser les types moléculaires de tumeurs, leur pronostic, leur réponse au traitement. Donc on a encore beaucoup de choses à travailler. On pourra évidemment reconduire ce groupe de travail l'année prochaine. Et je crois également que votre groupe s'intéresse à d'autres dépistages et qu'on bénéficie justement d'une forte expérience depuis plusieurs années du dépistage en mammographie pour l'étendre aux poumons ou à d'autres types de dépistage. Donc on compte beaucoup sur votre groupe pour nous aider à avancer tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.